Cause, non sans cause. Est-ce que quelque chose peut arriver comme ça? On va vous parler de la situation en Côte d'Ivoire, des déguerpissements et de la récupération irresponsable de l'opposition. L'opposition ivoirienne qui fait de l'hypocrisie esthétique. Ça veut dire quoi? On se maquille pour devenir la plus belle femme. Mais en réalité, quand on enlève le maquillage, on découvre que c'est Sundiata et c'est Solon. Ou bien c'est Abla Poku, on voit. Et là, je ne suis pas sûr, comme l'imam qui a été trompé en Ouganda, et la femme qui l'a marié, déjà, c'était un homme. C'est ça qu'on appelle maquillage. Maquillage pro max. C'est ça l'opposition ivoirienne est en train de faire. À la recherche d'un plaisir indésirable sur les décombres des castes de la GESCO, l'opposition ivoirienne traîne l'ombre d'une hypocrisie sombre par sa présence opportuniste, preuve d'une âme qui n'a plus de conscience. Comme dirait Alpha Blondy, connaissez-vous, une âme sans conscience n'est que ruine de l'âme. Quand tu vis et que tu ne sais plus faire la différence entre le bien et le mal, que tu perds cette notion-là, tu tombes dans l'amoralité. Et tout ce qui peut te faire plaisir, c'est tout ce qui fait honte à l'humanité. Et tout ce qui fait honte à l'humanité, au lieu de chercher à apporter des solutions, l'opposition ivoirienne prend ça comme un maquillage pour se rendre beau ou bien belle avec le malheur des autres. Je vous ai déjà donné des exemples. La plus vilaine femme de notre vie, bon, on ne veut pas dire femme, on va dire fille, parce que je ne veux pas que les mères me frappent. Je ne veux pas ça. Enfin, moi, je n'aime pas Palabo. Et puis, c'était la fille du chef de notre village en plus même. Mais comme c'était notre chef de village, là, on ne pouvait pas dire ça. Donc, on lui disait, Mais tout le monde savait qu'elle-même, là, comme disait Yann, c'était Gori fâché qui a bu citron. Mais quand le moment du mariage est arrivé, là, mais le chef du village a désigné quelqu'un. Il faut refuser, on va te bannir du village. Le gars était obligé d'accepter. C'est ce que l'opposition ivoirienne est. Les plus vilains êtres qui prennent des vilaines choses comme maquillage. La dénonciation par l'opposition des actions de déguerpissement visant à rétablir l'homme dans sa dignité humaine, comme l'amélioration de son cadre de vie, manque de réflexion indéniablement sur le concept de rapprochement entre la politique de sécurité des vies et l'aménagement du territoire initié par le district d'Abidjan. De la même manière qu'eux prennent les mauvaises choses pour se maquiller en pensant qu'ils vont devenir jolis là. C'est comme ça qu'ils oublient que tu peux être vilain. Là aussi, j'ai vu aussi sur Internet, il y avait une femme là. C'était pas bon d'être. Mais quand ils ont commencé à faire maquillage à moins de 5 minutes là, j'ai dit aussi, Dieu a un incroyable talent d'être. Elle est devenue la plus belle femme. Elle pouvait même faire America's Got Talent. Si tu n'avais pas vu son avant, je te jure que tu vas vouloir la marier. Et actuellement, là, le gouvernement est comme cette vilaine femme-là. Mais cette vilaine femme-là, qui sait qu'elle a des atouts pour se rendre belle. Et les atouts de cette femme, c'est-à-dire le gouvernement, c'est de dire que tout être humain a une dignité. Quelqu'un qui vit à Boribana, là, ta dignité est diminuée en tant qu'homme. Et donc là, il faut que nous, gouvernement, on prenne le maquillage de l'amélioration du cadre de vie. Il faudrait qu'on pense, ou vous qui vivez à Boribana, là, votre vie en danger, là, il faudrait qu'on pense à la politique de sécurité de vos vies. Nous, le gouvernement, Abidjan que vous voyez aujourd'hui, là, demain, là, si la population n'augmente pas, les réalités vont changer. Il faudrait qu'on puisse anticiper sur les événements en pensant à l'aménagement du territoire. Et c'est tout ça qui nous a permis d'essayer de voir ce qui fait mal aujourd'hui, là, ce qui n'est pas beau aujourd'hui, là. On va prendre nos maquillages là, coller dessus, ça va devenir beau. Ça va devenir belle en tant que chose, si vous voulez.
Et tout le monde va finir par comprendre. Cette opposition trouve sur ces espaces de détresse et d'anxiété des déguerpis du quartier GESCO à faire de la distraction à travers sa quête de sensations politiques, oubliant par ailleurs qu'elle est la cause de ces problèmes pour avoir géré la Côte d'Ivoire plus tôt, en favorisant leur installation comme des îlots d'espace centrifuges où la vie n'était pas essentielle pourvu qu'elle corresponde à un bassin électoral et que le quartier serve de lieu de chantage, de marchandage pour certaines municipalités. Mais à la réalité, pourquoi cette opposition-là est si frileuse? Eux qui vivent à Cocody, eux qui vivent jusqu'à même de côté de Cocody qu'on appelle Bel Air, où le terrain ne coûte pas moins de 150 millions. Mais cette même opposition préfère cantonner des gens dans le malheur pour pouvoir les manipuler, pour leur dire, comme vous êtes pauvres, à chaque moment électoral, on va venir vous utiliser. Mais cette opposition doit être capable aussi de dire, pour le cas de Laurent Gbagbo du FPI, ce sont aussi les bastions des mercenaires, des miliciens et des individus sans projet de vie. Ce sont leurs bastions qui ont été détruits. Et c'est ça qui les fait mal. Parce qu'ils comptaient sur ça. Parce que, figurez-vous que quand il y a des froufrous, les froufrous chez nous en Côte d'Ivoire, ça veut dire ce sont des riots. Comment on va appeler ça en français? Ce sont des événements de violence. Si tu cours pour aller à Cocody, on va t'attraper. Tu cours pour rentrer dans le plateau, là, toutes les rues sont numérotées, on va t'attraper. Mais quand tu rentres dans un quartier précaire, on ne peut plus t'attraper. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de conditions. Et donc là, tu peux te cacher. Les quartiers précaires, l'endroit cassé. Avant 2025, l'endroit tout rasé. Là, comme ça, quand vous allez poser un axe sur goudron là, on va courir et puis on va se régler sur le goudron. C'est ça qui vous fait peur. En réalité, ce sont vos raccourcis qu'on est en train de détruire. C'est ça que vous n'aimez pas. C'est ça que vous n'aimez pas. Parce que vos miliciens là, on sait où ils rentraient et puis on dit soi-disant qu'ils disparaissaient. C'était dans ces quartiers précaires là. Et donc, ces réservoirs de miliciens, ces lieux de chantage que vous pensiez utiliser pour faire prospérer la violence là, on va casser. Et puis vous allez voir que la sécurité sera là. Mais les situations actuelles devraient leur rappeler les échos de leur parcours politique constituent aussi d'une période essentielle de médiation à travers laquelle leur responsabilité et leur honnêteté auraient été jugées, plutôt que de l'entrevoir comme un passé lointain qui a affecté la mémoire des Ivoiriens. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les politiciens grincheux qui vont s'arrêter pour faire le vuvuzela ou pour jouer aux pom-pom girls. Les pom-pom girls, ça ce sont les filles aux États-Unis quand on a les compétitions de baseball mais sportives. Les filles que vous voyez dans les petites jupes, les pierres viennent sauter, elles sont toujours heureuses là. Comme si elles sont déjà au paradis là. Alors que chacun a des problèmes, mais leur sourire là, c'est du fake. C'est pas la vérité. Elles font ça pour avoir leur argent. C'est comme ça, nous tous on fait. Aux États-Unis là, quand tu travailles, si ton patron te dit de sourire, tu souris. C'est comme ça, esclavage moderne. Mais on fait, ça fait rien. Et donc, ils n'ont qu'à nous expliquer, entre 2000 et 2010, les quartiers précaires là, eux n'étaient pas inquiets, ils n'étaient pas soucieux, ils n'avaient pas de compassion pour ces personnes. Ces politiciens-là, eux-mêmes, là, ne peuvent pas juger leur responsabilité pour nous dire, s'ils sont un peu honnêtes, là, ils vont dire, si on avait fait un peu pour aider ces personnes-là, aujourd'hui, peut-être que leurs conditions se seraient améliorées. Mais ces personnes se laissent manipuler par ces politiciens-là en pensant que ces politiciens-là veulent les aider alors qu'ils viennent encore se moquer d'eux. Ce n'est pas la maison de Laurent Gbagbo qui a été cassée. C'est vous, votre maison qui a été cassée. Et des religieux malhonnêtes qui viennent dire, il pleut, aïe, mais il faut dire à Allah de faire arrêter la pluie. Si ce que tu demandes à Allah est vraiment sérieux, ton prophète a mangé poison. Donc c'est plus la même foi, c'est plus le même Coran.
Ce n'est pas le Coran qui a changé, ce n'est pas Dieu qui a changé, mais c'est l'homme qui a changé parce qu'on s'est distancié de notre vraie nature qui est Dieu. Et c'est pourquoi dans vos hadiths là, on dit aujourd'hui là, dans vos mosquées là, la foi s'est éloignée jusqu'au firmament. Et donc là, toute personne qui recherche Dieu là, mieux vaut s'éloigner de ce vous-là qu'on voit là, de cette apparence obscure qu'on voit là, pour aller rechercher Dieu loin de la masse. Et c'est ce que nous autres on a compris. Et c'est pourquoi nous ne serons pas les esclaves spirituels de qui que ce soit. Et donc il n'y aura pas d'amnistie de conscience. Comme il aime sur cette irresponsabilité la gestion de l'opposition, étant entendu quelle est la cause principale de cette crise incompatible à la réalité du développement harmonieux de la ville d'Abidjan. Si on veut qu'Abidjan se développe, si on veut que tout le monde soit heureux, mais il y a un prix à payer. Mais ce prix à payer là, que vous soyez opposant ou partisan de ce qui se passe là, venez, on va trouver le prix que chacun doit payer. Le prix qu'on doit payer là, c'est d'avoir le courage de se dire la vérité. Si on veut évoluer là, il faut casser ce qui doit être cassé. Il faut évoluer pour avoir un résultat. Alassane Ouattara peut vous donner des grâces présidentielles, il peut vous accorder des amnisties, mais votre conscience restera la pire des prisons pour vous. Parce qu'il n'aura jamais une amnistie de conscience. Alassane Ouattara ne peut jamais vous accorder une amnistie de vos consciences. Vous savez que ce que vous faites est malhonnête et c'est irresponsable à la fois, mais vous êtes en train de récidiver, en train de reprendre la même chose. Tous ces quartiers ont une existence antérieure à l'avènement du pouvoir actuel. Les quartiers là, donnez-moi un seul quartier qui est né après 2011. Les quartiers précaires là, donnez-moi le nom d'un seul qui est né après 2011. Pour être plus exact, à partir du 11 avril 2011, donnez-moi le nom d'un quartier précaire qui est né. Vous allez voir que tous ces quartiers-là existaient bel et bien avant la prise du pouvoir du docteur Ouattara. Mais c'est le seul qui a eu le courage de lutter efficacement contre. Le courage traumatisant du district. Et là, il faut saluer le courage du district d'Abidjan. Ne peut pas être à la place de ceux qui font le district aujourd'hui, qui le veut, mais qui le peut. Parce que il y a du poids moral. Ce qu'ils font est dur. Ils sont comme ceux qui condamnent les gens à la mort. Hier, on devrait exécuter quelqu'un, ici aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, il ne va pas échapper. Mais les produits là, ça manquait. Cousin, tu as eu la chance, tu vas vivre un jour. Mais tu vas pas. Mais on va faire ça tranquillement. Quand on va finir de le tuer, je vais venir vous dire. Quand on aura fini son exécution, puisqu'il a choisi, il a voulu qu'on le fasse par injection létale. Voilà, ça c'est intéressant. Là, comme ça, voilà, on t'attache avec des ceintures et puis bon, ça passe rapidement. Mais ceux qui veulent aussi, on peut le faire par. Voilà, on peut te flinguer. Ou bien on peut mettre du gaz. Il y a tout ça. Quand tu viens, tout est là, tu fais le choix, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. De toute façon, ça se passe vite. Mais pour lui, là, ce n'est qu'une question de temps. Et donc, la réalité, c'est que l'idée suivant laquelle les opérations de déguerpissement conduites dans les zones à risque seraient animées par des objectifs cachés n'est non seulement pas vrai, mais révèle de la prévention de la vie et de maintien de l'ordre qui en réalité est loin d'être nouvelle dans la conduite du développement organisé. Qu'est-ce qu'on a constaté? Les opposants n'ayant rien à dire, ayant joué sur les sentiments, quand on a expliqué ça et qu'on on a enlevé les mascaras qu'ils avaient sur leur visage pour montrer leur laideur, ils viennent dire, les déguerpissements là, demain là, vous allez voir, eux-mêmes ils vont soulever des buildings, eux-mêmes ils vont faire ça. En fait là, ils ont arraché le terrain des gens. Donc le gouvernement n'a rien à faire, ils ont des objectifs cachés. Hey, les objectifs qui sont cachés là, on va vous dire ça en même temps pour qu'on passe. Même si Alassane Ouattara construit une maison là, est-ce qu'il va rester éternellement au pouvoir? Bon, les maisons qu'ils vont construire là, laissez-les construire. Quand vous allez venir au pouvoir là, vous les arrachez tranquillement.
Donc, vous allez voir que ce n'est pas ça le vrai objectif. Mais comme vous cherchez à manipuler les gens, vous allez toujours utiliser ces mensonges. Mais effectivement, il y a un objectif caché. L'objectif caché, là, c'est de prévenir les vies et de les sauver. Le deuxième objectif caché, c'est le maintien de l'ordre. Et quand j'ai dit ça, là, quand on va casser ces quartiers précaires, là, pourquoi vous vous plaignez? Parce que c'était le raccourci et les lieux de cachette de vos armes et de vos miliciens. C'est ça qui vous fait mal. Et donc, ça a des enjeux sécuritaires, mais aussi des enjeux humains. L'enjeu étant de redéfinir ce qui fait sens pour des individus se retrouvant concernés par les conséquences de cette démolition, puissent accepter, malgré eux, cette décision courageuse, traumatisante pour leur bien, bien que le détachement de son cadre de vie habituel ne soit pas facile. Quand tu es habitué à vivre quelque part, ou même d'une manière là, et que quelqu'un vient t'enlever dedans là, tu n'aimes pas, c'est comme ça. Mais derrière ces événements, ça va obliger ces personnes à redéfinir leur vie et à se donner une vie plus digne. Je ne vois pas quelqu'un parmi les personnes délogées qui va chercher à vivre plus misérablement. Et pour vivre plus dignement, vous pouvez, c'est à vous seul de trouver la réponse. Cependant, elles ont l'ambition de protéger la vie des déguerpis, y compris celle des enfants également victimes d'autres effets subséquents malheureusement, comme le droit d'aller à l'école, mais cela n'empêche qu'elles soient aliénées au droit de vie, fort heureusement. Et donc quand un imam Berthet vient dire, il y a les gens qui ont été chassés, ils ont dormi dans le cimetière, ils sont comme ça, la pluie les a frappés. Monsieur Berthet, il y a quelque chose que vous ne dites pas aux gens. Ils sont encore en vie. Mais et ceux qui sont morts, qui ne sont pas en vie là, est-ce que vous pouvez accuser la pluie, vous pouvez accuser le soleil, ou même vous pouvez accuser que ces personnes-là souffrent? En tout cas, le gouvernement aura assumé la responsabilité de maintenir ces personnes en vie. Et ça, ce n'est pas petit. Est-ce que votre Coran ne dit pas celui qui sauve une vie sauve toute l'humanité? Et celui qui détruit une vie aura détruit toute l'humanité. Le Coran n'a pas dit, quand tu vas finir de sauver la vie, là, il faut lui donner à manger, il faut le mettre à l'école. On dit seulement de sauver, d'enlever dans cette difficulté-là. Le reste dépend de Dieu lui-même. Et Dieu, comme je l'ai dit, c'est chacun de nous. C'est cette capacité de croire en nous-mêmes et de se dire qu'on n'a pas été créé sans but. Et qu'il suffit de lutter. Partout où l'être humain a évolué, là, c'est dans la difficulté. Ayons le courage de dire, les religieux, là, ayons le courage de dire, Jésus a fait ça, Jésus n'a pas fait ça, là. Mais Jésus, tout ce qu'il a fait, c'est dans la difficulté. Tout ce que le prophète de l'islam a fait, c'est dans la difficulté. Tout ce que tous les prophètes que vous connaissez, tout ce qu'ils ont fait de grand, c'est dans la difficulté. Pourquoi c'est à des minables comme moi et vous que Dieu va faciliter tout? Posez-vous bien ces questions-là. Tous ceux qui ont fait, on a parlé du général Osman hier. On parle d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Mais donnez-moi quelque chose qui a été facile dans la vie de Ouattara. Même simple extrait de naissance pour avoir. Même simple extrait de naissance. Alassane Ouattara, son frère a fêté ça dans les rues de Dimokro. Simple extrait de naissance. Hey, dans la vraie vie là, il n'y a rien qui est facile. Se lever chaque fois. Nous qui travaillons là, quand tu es au travail là, il y a concurrence, il y a jalousie. Sorcellerie là, il n'y a pas de sorcellerie plus que dans le monde du travail. Mais on est là, on accepte, on se stresse, on diminue nos vies. En se disant que je préfère mettre ma vie au charbon. Et puis mes enfants demain vont être conscients que leur père a fait quelque chose, mais leur mère a fait quelque chose. Voilà comment nous vivons. Nous-mêmes qui sommes les aventuriers là, on a laissé tout ce qu'on aime. Quand on vient ici là, on ne vit plus. C'est pas notre monde, c'est pas notre environnement. On laisse tout ce qu'on a aimé derrière nous. On laisse notre pays. On a sacrifié nos vies. Combien vont retourner un jour? C'est Dieu seul qui sait. Combien ne vont pas retourner? C'est Dieu seul qui sait. Mais on est là, on croit toujours en la vie. Pourquoi toi qui es à Abidjan, c'est vrai que le départ n'a pas été facile. Pourquoi tu ne peux pas croire en la vie? Pourquoi tu ne peux pas te dire qu'à partir de cette difficulté-là, je vais aller à Tia Salé, je vais aller quelque part pour demander à Salé Tiemoko de m'aider pour que je puisse m'installer, avoir une petite plantation, mener une vie digne.
Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan seul? Et ça, un homme qui n'aspire pas à se donner une condition de vie meilleure, tu ne mérites même pas de vivre. Et ça, j'aime ça beaucoup dans la Constitution américaine, le droit à la recherche du bonheur. The right to pursue your happiness. Si mon plaisir, c'est de manger une fois par jour, si je l'atteins, c'est mon plaisir, c'est mon bonheur. Si mon bonheur, c'est d'avoir une voiture, c'est mon bonheur. Si mon bonheur, c'est d'avoir ma petite famille, c'est mon bonheur. Arrêtez ceux qui vous disent des belles paroles. Ça ne sauve pas. Le Christ lui-même ne disait pas des belles paroles. Allez dans le Coran. Vous allez entendre des mots. On dit, Dieu m'a dit, bâtard, tout ça là-bas. Donc Dieu était fâché ou bien? Non. C'est en fonction de l'état spirituel d'un homme qu'on lui parle. Et c'est pourquoi, ne pensez pas que nous sommes des gens qui sont faits en acier et qu'on ne voit pas votre douleur. On la voit très bien. Mais à travers cette douleur-là, toi-même, tu te dis quoi? Est-ce que Dieu n'est pas là pour toi aussi? Toi qui es dans le quartier de Guerpi, là, est-ce que Dieu n'existe pas pour toi? Ce qui t'est arrivé là, est-ce que c'est le fruit du hasard? Et est-ce que la vie ne peut pas t'amener plus loin? Pose-toi ces 3 questions. Et tu vas voir que ton esprit va te réveiller. Et tu vas dire non. Les politiciens là, il n'y a aucun qui va changer votre vie. Et celui qui s'attend à ce qu'un politicien change sa vie, c'est comme demander à quelqu'un de ne plus dépendre d'elle. Je vous ai dit ici, le politicien déteste 2 personnes. Celui qui lui dit la vérité et celui qui ne dépend pas de lui. Quand un politicien dit qu'il t'aime, c'est qu'il te contrôle. Et donc quand on te contrôle, ta vérité n'est plus ta vérité. Et ta vie n'est plus ta vie. Et c'est ce que l'opposition est en train de faire avec vous. Parce qu'eux-mêmes ne vous apportent rien pour changer votre vie. Mais ils disent, ah non, c'est eux qui sont gentils. Alassane Ouattara est mauvais. Mais à la fin de la journée, là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es resté entre le bon et le mauvais. Mais eux tous sont milliardaires. Mais toi, tu es resté là, au Beaufort. La charge de la responsabilité du contrôle des vies des populations vivant dans ces lieux sensibles ressort du devoir. C'est pourquoi le district a mené avec fermeté et en mode rapide son projet de rénovation urbaine en s'attaquant aux zones qui s'étaient développées dangereusement dans les dents creuses de la ville d'Abidjan. L'humanisme et le sens du devoir. Et donc tout ça, après tout ce qu'on vient de dire là, ça doit nous ramener à une chose. C'est que notre caractère humain là, on ne doit pas le perdre. Mais en même temps, ce que le devoir nous commande là, on doit faire. La responsabilité, c'est d'assumer quelque chose. Même quand tu n'aimes pas, tu fais. Quand ton patron te dit, fais quelque chose. Ah, patron, ça là, c'est pas bon. Hein. Je t'ai dit de faire. C'est ton devoir. Tu le fais. Leur résorption est devenue une priorité dans le cadre d'une lutte, entre autres, contre les causes des morts par temps de pluie, la mise en conformité et la restitution de la servitude des ouvrages publics. Elle s'est traduite par le lancement d'un programme de construction des cités et de recasement au travers desquels le gouvernement prouve aux familles de Guerpi qu'elles font partie de la société ivoirienne, en coupant ainsi les promesses hypocrites spontanées de l'opposition à la recherche de charognes sur les lieux des décombres, devenue soudainement empathique à la cause qu'elle a elle-même créée en tentant de faire croire le contraire de l'action du district d'Abidjan. Si Laurent Gbagbo n'avait pas accepté qu'il y ait ces bidonvilles, si Henri Konan Bédié n'avait pas accepté, si l'ancien ministre des Plans, Tidjane Thiam, n'avait pas accepté qu'il y ait ces bidonvilles, s'ils avaient eu un minimum de courage, ils auraient pu vous dire la vérité que votre manière de vivre, avec les conséquences qu'on voit déjà, les morts et tout ce que ça apporte en termes de destruction, vous serez déguerpis, ou bien vous avez informé, ça aurait été au moins un acte responsable. Et donc c'est qu'eux-mêmes ils ont favorisé les bidonvilles, qu'ils n'ont pas été capables de maîtriser.
Quand aujourd'hui quelqu'un vient corriger à leur place, la seule chose qu'ils auraient pu faire, c'est de se taire. Mais comme le charognard vit toujours de la chair morte, eux là, ils n'aiment que ce qui est vilain pour prospérer. Dans ce cadre, dans un cadre concerté, pour les actions à venir, il s'agira de mener un projet à son terme pour prévenir des vies humaines et cela sera le reflet de la réflexion humaniste sur l'urbanisme. Et donc le côté humain qu'on peut apporter, c'est qu'à l'avenir, on va dire au district, tout ce que vous allez faire là, filmez. Je sais que c'est par dignité que vous n'avez pas filmé, en se disant que non, c'est pas humain, mais filmez et archivez tout. Et dès que vous finissez là, informez et puis détruisez et puis on passe. C'est un texte de notre père Koulibaly Khalilou, doctorant IDBA, ingénieur énergéticien, MBA, DESS, in Business Administration, et avec beaucoup de reformulations de ma personne, mais c'était fait pour rendre les choses utiles.